Ravi de vous retrouver dans Smart Job comme chaque jour, émission en direct. Vous connaissez notre rendez-vous. Merci pour votre fidélité, débat, analyse, expertise. On fait le point évidemment sur tous les sujets emploi et RH. Bien dans son job, les Français sont mauvais en anglais. Bah oui, c'est un peu triste, mais c'est vrai. Comment faire pour nous transformer en English fluent? On en parle dans quelques instants avec notre invité. Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle, la quête de sens plébiscitée par les salariés et par ceux qui veulent entrer dans l'entreprise. C'est une question qu'ils posent à leurs recruteurs. Dans le cercle RH, ce sont nos experts du vendredi, avec ces nouvelles règles de confinement, un nouveau choc pour l'économie évidemment et un choc pour l'emploi. On fera le point dans quelques instants avec nos experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Bismart. Partout où je passe les mêmes erreurs. L'auteur Arnaud Marion sera avec nous sur le plateau. Il nous expliquera ce livre et son parcours. On l'appelle le redresseur killer. On fera le point avec lui dans quelques instants. Mais d'abord le journal présenté comme chaque jour, présenté par Sybille Aoudjan. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, Bruno Le Maire a annoncé son plan d'aide aux entreprises. Dans le détail, toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées pourront percevoir jusqu'à 10 000 € par mois d'aide. Elles bénéficient aussi d'exonérations de cotisations sociales. Celles qui subissent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires pourront aussi recevoir une aide. L'État incite aussi les bailleurs à réduire leur loyer. Les propriétaires bénéficient d'un crédit d'impôt s'ils acceptent de renoncer à un mois de loyer. Le crédit d'impôt représente 30% du montant du loyer mensuel. Enfin, les entreprises peuvent différer le remboursement de leur PGE. Les mesures annoncées par Bruno Le Maire devraient coûter 15 milliards d'euros par mois de confinement. Ces chiffres incluent le coût du chômage partiel. Le nombre d'emplois supprimés liés à un plan de sauvegarde de l'emploi continue d'augmenter. Ce sont les chiffres dévoilés par la DARES. Plus de 62 000 ruptures de contrats de travail liées à un PSE ont été enregistrées depuis début mars. C'est plus du double par rapport à la même période en 2019. Deux secteurs prévoient le plus de ruptures, l'industrie manufacturière d'une part et le commerce et la réparation d'automobiles d'autre part. L'Île-de-France concentre près de la moitié de ces ruptures de contrats de travail. La Commission européenne a proposé une directive. L'objectif, que les travailleurs de l'Union soient protégés par des salaires minimaux adéquats. Ce sont les termes d'Ursula von der Leyen. Le but est de réduire la pauvreté au travail durant la crise, mais aussi d'assurer une reprise économique durable et inclusive. Tous les pays de l'Union européenne disposent d'un salaire minimum, mais il est considéré comme insuffisamment adéquat, voire mal distribué. Selon Nicolas Schmit, commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, près de 10% des travailleurs de l'UE vivent dans la pauvreté. Voilà pour l'actualité. Je vous laisse avec Arnaud et ses invités. Bien dans son job, j'aurais voulu vous le faire en anglais, mais peut-être que vous le savez, vous-même, vous en êtes victime. Bien, les Français, les cadres, ne sont pas bons en anglais. Certains hésitent même à aller pousser la porte ou à répondre à une annonce parce que leur niveau d'anglais n'est pas bon, pour ne pas dire désastreux. Nathaniel Wright, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Wright. C'est très bien. C'est correct ? Peut-être que je devrais pousser la porte de Wall Street English. Vous en êtes le président, vous avez créé cette structure, leader mondial de la formation linguistique, avec beaucoup d'enseignes en propre et en franchise, on y reviendra. D'abord, un petit mot pour le chef d'entreprise que vous êtes. Vous avez entendu ces informations-là de Sybille dans le journal. Comment ça se passe? Parce que les ministres et le ministre de l'économie a dit, il n'y a pas de doute, tout en télétravail. Vous êtes prêts, vous? Le problème du télétravail, c'est essentiellement faire des tâches en télétravail. Et donc, les tâches, c'est un coût. Le vrai problème que les entreprises aujourd'hui ont, c'est de vendre et de générer du chiffre d'affaires. En télétravail, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut voir le client, il faut convaincre le client. Et au téléphone ou à distance, c'est vraiment très compliqué. Vous le sentez, ça? Oui, on nous dit un peu, engagez les coûts, mais ne faites pas de chiffre d'affaires. En revanche, Wall Street English est prêt techniquement pour recevoir ses élèves en visio. Il n'y a pas de problème là-dessus. Absolument. En fait, on a la chance d'avoir un réseau qui est dans 25 pays différents. Et un des pays, c'est la Chine. Et donc, très rapidement, on a vu qu'il y avait un problème en Chine et on a développé une solution online à l'époque. Dès le départ, dès le début de la crise. Décembre 2019, même avant. Même septembre. Septembre. Et donc,
Quand la crise est arrivée en France, en une semaine, on a installé la solution chinoise pour l'Europe entière. Donc l'agilité de Wall Street English. Racontez-moi la méthodologie, parce que pourquoi notre niveau est désastreux? Parce que peut-être le modèle scolaire, la façon d'apprendre l'anglais à l'école, au collège, n'est pas la bonne. Alors, pourquoi ça marche avec vous? La raison principale, c'est que à l'éducation nationale, vous avez un groupe d'âge et pas un groupe de niveau. Et donc, vous avez 30 personnes qui ont peut-être 30 niveaux différents. C'est ça. D'accord. Alors que chez nous, on a jusqu'à 80 niveaux différents. Et c'est très fin. Voilà, et on met les personnes par niveau. C'est-à-dire, on va vous demander de préparer votre cours sur votre iPhone, donc les versions un peu modernes. Si vous pouvez démontrer que vous avez préparé votre cours, on va vous donner un accès au cours avec professeur. Et là, on va vous mettre avec des personnes qui ont préparé exactement la même chose que vous. Et c'est très compliqué à faire, mine de rien, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Puisque tous les jours, on recompose les cours. Donc, en fonction de la préparation. On reventile les classes. Exactement. Ce qui obligerait évidemment les principaux établissements, les CPE, à tous les jours avoir un fichier Excel où ils ventilent. C'est impossible. Alors je pense que pour l'éducation nationale, c'est impossible, mais même pour nos concurrents qui nous voient faire depuis 40 ans, ils ne le font pas. Eux, ce qu'ils veulent quand ils font du cours de groupe, ils veulent avoir un groupe établi au départ et qui tienne pendant 6 mois. Et on reste sur ce groupe. Nous, non. Nous, on va aller chercher l'intérêt du client. Donc on travaille par niveau. Et on fait évoluer l'élève. Juste quand même, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez quand même publié une étude Ipsos intéressante sur le fait effectivement que notre niveau n'est pas bon. C'est un frein en quoi le fait de ne pas parler ou mal parler l'anglais? Alors, on a interrogé les Français et ils nous ont dit, c'est quand même assez étonnant, même si on s'en doutait, mais quand même, à ce point-là, 33% des Français disent avoir raté un job à cause de l'anglais. Un entretien lors d'un recrutement, le DRH parle anglais et patatras. Et il y a même pire que ça, il y a 25% des Français qui ne candidatent même pas de voix écrit anglais. C'est ce que j'ai vu dans votre étude. Donc, il n'y a aucune autre matière qui provoque de tels résultats négatifs sur l'embauche. Et donc, très souvent, quand on parle avec Pôle emploi, par exemple, on leur dit « mais il faut former les gens à l'anglais ». Et Pôle emploi nous dit « mais non, ce n'est pas un métier l'anglais ». Oui, mais nous, on leur répond « regardez, 33% des gens disent qu'ils n'ont pas trouvé à cause de l'anglais ». Oui, dès qu'il y a l'alinéa... Et après, Pôle emploi vous dit mais on donne des cours d'anglais. Je dis oui, vous donnez des cours d'anglais à des classes de 20 personnes, 30 heures d'anglais par semaine et aucune différenciation de niveau. Ce qu'on appelle la massification, c'est-à-dire qu'on met des gens et puis ils notent, il n'y a pas d'oral. Un mot avant qu'on parle du CPF, c'est un peu technique, mais pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, c'est le DIF, donc c'est les crédits de formation. D'un mot, l'oral, c'est essentiel pour maîtriser une langue. J'imagine que vous jouez beaucoup sur l'oral. En fait, il faut apprendre une langue, la seconde langue, comme on a appris la première langue. Quand vous aviez 2 ans, jusqu'à 2 ans, vous avez répété des sons et vous avez au bout d'un moment dit maman ou papa, et votre papa ou votre maman vous a dit c'est super bien et vous n'avez pas dit tais-toi, tu l'as mal prononcé. D'accord. Donc il faut encourager. Voilà. Ouais. Après, quand vous aviez 5 ans, vous parliez parfaitement la langue, on vous a dit ça s'écrit et ça se lit. Et après, quand vous maîtrisiez parfaitement la grammaire à l'oral, on vous a dit il y a de la théorie. Eh bien, il faut faire ce même cycle. Et nous, on fait ce même cycle toutes les 30 minutes. Donc, bien entendu, pas tout le vocabulaire, mais des petits bouts. Et on fait tout le temps le son. Vous avez maîtrisé le son, on vous montre comment ça s'écrit. Une fois qu'on vous a montré comment ça s'écrit, on vous donne la grammaire à l'oreille, on vous teste en grammaire à l'oreille, et une fois que vous avez réussi le test en grammaire à l'oreille, on vous donne la règle. C'est passionnant et scientifique finalement, c'est une méthodologie que vous avez mis en place et qui visiblement fonctionne parce que le bouche à oreille, effectivement, juste cette petite campagne, ça va vous faire marrer, c'est pour ceux qui prennent le métro, évidemment, tu enchaînes les calls et les brainstorming, mais tu ne parles pas vraiment anglais. Ça c'est marrant parce que c'est vrai qu'elle a été diffusée, c'est exactement ça, quoi. On fait une sorte de chewing-gum avec des mots anglais, quoi. Il y a une certaine catégorie de la population qui se la joue un peu en anglais et donc on a voulu en rire. Une petite tape un petit coup de règle sur les doigts pour ceux qui pensent maîtriser l'anglais. Un mot important dans cette étude Ipsos, il y a quand même l'idée que on a basculé le DIF, le droit individuel à la formation, au compte professionnel de formation. Donc c'était une réforme menée par le président Macron, en tout cas son gouvernement. Vous dites dans cette étude, en tout cas c'est ce qui en ressort, tout le monde en a entendu parler, mais il y a plus de la moitié des salariés qui n'ont pas encore transféré leurs heures. Pour vous, ça a un impact. Écoutez, si vous travaillez depuis 2008, vous avez 1 800 € de DIF qui dorment. Et si vous ne les enregistrez,
si vous ne les enregistrez pas avant notre étude, avant le 31-12, C'était vous les repoussé par la perdiez. ministre. Hein. Là, ça a été repoussé. D'ailleurs, on a un petit OF Wall Street qui lance une étude et on voit que la ministre écoute. Et donc, c'est relativement de bon augure. Nathaniel Wright, vous dites quoi, ceux qui nous regardent? Transférer vos heures de diff, c'est ça? Il faut tout simplement... Parce que franchement, le gouvernement n'est pas vraiment en faute. Ce sont les entreprises qui sont en faute. Elles doivent le dire à leurs salariés. Les entreprises doivent le dire à leurs salariés et refournir le document dont les salariés ont besoin, qu'attend le gouvernement, c'est-à-dire la fiche de paye de décembre 2014 ou de janvier 2015 sur laquelle il y a la preuve du nombre d'heures de diff. Et à partir de là, il y a une petite application, mon compte formation, vous rentrez dedans, c'est vraiment très très simple, vous mettez le nombre d'heures de diff que vous aviez, vous prenez en photo la fiche de paye et c'est fait. D'accord. Et ça permet de transférer ces heures et de pouvoir bénéficier d'heures de formation chez vous ou ailleurs, évidemment. Merci. Et petit mot peut-être pour Allez-y. les entreprises. Les entreprises ont intérêt à le faire car depuis septembre, il peut y avoir de la co-construction de budget de formation. Or, si vous voulez co-construire avec votre salarié, autant que le salarié ait un maximum de budget possible. Évidemment, 1 800 € pour ceux qui ont commencé à travailler en 2008. C'est pas rien, hein, ça fait quelques heures d'anglais. Merci Nathaniel Wright d'être venu sur le plateau, président de Wall Street English, président fondateur, hein, puisque c'est votre idée et c'est aussi votre méthodologie. On a compris qu'il y avait une méthodologie, un parcours pédagogique original et particulier. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est la suite de nos programmes. Je vais essayer de bien le prononcer, évidemment. Working Progress. On a aussi beaucoup de mots anglais. Je vais me faire taper sur les doigts avec les invités de Welcome to the Jungle. Ça ne s'invente pas. C'est tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Jérémy Clédal, fondateur. Il ne veut pas qu'on dise CEO, le fondateur de Welcome to the Jungle. C'est ouvert. C'est un plaisir de vous accueillir, Jérémy. On a souvent des réflexions un peu philosophiques sur ce plateau. Là, on s'intéresse au sens. On voit beaucoup de cadres, de jeunes qui sortent d'école, qui disent « mais moi, je veux choisir l'entreprise dans laquelle je rentre, je veux que tout ça ait du sens. » Voilà. Et on en parle avec un invité qui s'est vraiment penché sur cette question du sens. Oui, exactement, Arnaud. D'ailleurs, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, on parlait beaucoup de rémunération et de l'évolution de la rémunération des cadres. Ce qu'on voit dans par exemple, les sondages qu'on a fait chez Welcome to the Jungle, évidemment, la rémunération et la localisation de son lieu de travail fait partie des critères clés pour choisir son job. Mais maintenant, le sens qu'on va retrouver dans son métier, le sens qu'on donne à l'entreprise, c'est un sujet qui a la même valeur que les deux précédents. Donc je pense que ce changement, il est clairement fondamental. Et donc est-ce que cette quête de sens, c'est un vecteur de transformation de l'entreprise? Est-ce que ça va changer un peu aussi la manière dont l'entreprise doit se constituer? C'est un peu la question clé cette année. On va en parler avec Mickaël Mangot. Bonjour. Bonjour. C'est un sujet que vous connaissez bien. Vous êtes docteur en économie, vous êtes le directeur de l'Institut d'économie du bonheur. J'adore cette expression, l'économie Exactement. du bonheur. Et d'ailleurs, ce qui m'amène un peu à ma première question, puis on va en parler un peu plus tard, vous avez aussi écrit un livre sur le sujet. Vous parlez d'économie du bonheur. Est-ce que le bonheur et le sens au travail, c'est la même chose? Comment les deux sont liés? Ou est-ce qu'ils ne le sont pas du tout? Si, c'est lié, mais on l'espère, en deux tout cas. concepts différents. Je mets du sens, mais je ne suis pas heureux. Très possible, tout à fait possible. Ah oui, pensez aux résistants pendant la guerre, ils avaient beaucoup de sens dans leur quête, mais au quotidien, ils n'étaient pas heureux. Hein. Donc oui, ce sont deux concepts très différents qui ont quelque chose en commun, c'est que c'est largement vécu comme quelque chose de subjectif, ce sont des états subjectifs. Même si quand on parle du sens, on pourrait imaginer que le sens, c'est quelque chose de très objectif, très impartial. Mais non, la plupart du temps, quand on réfléchit à la question du sens, on regarde le sentiment de sens, qui est un sentiment, comme le bonheur est un sentiment. Et ça peut être fait au niveau de la vie dans son ensemble, le sentiment de sens dans la vie, ou au travail, par exemple, le sentiment de sens au travail. De la même manière qu'on peut questionner les gens sur leur satisfaction dans la vie ou leur satisfaction au travail. Donc, point commun, ce sont des états subjectifs, différence, l'un est quand même un plus joyeux que l'autre. Vous pouvez trouver du sens et vraiment au quotidien, vous êtes porté par quelque chose, mais il vous manque des émotions positives. Quoi. Et du coup, en tout cas, ce sujet, vous le connaissez très bien, ce qu'on disait, hein, vous avez écrit l'Empire du sens. J'ai trouvé qu'il y avait un constat qui était assez terrible. Hein. Vous dites qu'il y a 30% des Français qui ne retrouvent vraiment plus de sens dans leur vie. Mais dans leur vie, attention, c'est dans leur travail. Hein. C'est au-delà. Ce n'est pas que le travail. Ouais. Enfin, on imagine que le travail a des grosses implications. C'est un constat qui est assez difficile. Qu'est-ce que ça entraîne pour vous comme mutation profonde et comme changement sur la vie professionnelle?
Déjà, je pense que ça conduit les individus à rechercher du sens à peu près dans toutes les dimensions de leur vie. Parce que l'absence de sens peut être vraiment très difficile à vivre. Déjà, ça ne rend pas heureux, il y a un lien entre les deux. Et en plus, ça peut conduire à des états dépressifs, des choses comme ça. Donc, dans le livre, j'essaye de comprendre pourquoi ce constat. Parce qu'en économie du bonheur, normalement, plus les pays sont riches, plus vous trouvez plein de gens qui trouvent du sens à leur vie. Du bonheur à leur vie, pardon. Du bonheur à leur vie. Et peut-être du sens. Et peut-être du sens. C'est ce que je pensais en tant que néophyte là, sur la question. Et en fait, en regardant pas du tout, plus les pays sont riches, moins ils trouvent de sens à leur vie. Et l'explication générale, c'est que les leviers traditionnels du sens disparaissent petit à petit. La religion, la famille et la carrière. Vous en parliez juste avant, la carrière linéaire. J'entendais l'intervenant avant disant qu'il fallait faire des allers-retours. Oui, c'est ça. Sauf que avant, ce qui donnait du sens, c'était pas de faire des allers-retours. C'était une carrière linéaire, vous avanciez tout droit. Vous faisiez les 40 ans. D'une finalité, d'une direction claire dans votre vie. Là, vous ne l'avez plus sur le marché du travail. Et de la même manière, si vous n'êtes pas religieux, pas croyant, et si vous n'avez pas d'enfants, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Vraisemblablement, les jeunes générations vont être à hauteur de 25 à 30% sans enfants à la fin de leur vie. Ça dit quoi pour l'économie? C'est celui qui analyse le sens de ça. Ça veut dire la société me déplaît tellement que je ne veux pas avoir une descendance. Est-ce que on peut non, mais je sais pas. Non. Après, c'est juste que les gens ne trouvent pas. Les gens ont des quêtes. Ah oui, c'est ça. D'accord. Non, il n'y a pas un désir de ne pas avoir d'enfants. C'est ça. Ils se retrouvent sans enfants. Sans enfants. Ah, ok, non, mais c'est important sans vouloir. Oui. Sans pouvoir en avoir. Donc l'idée, c'est moins de sens donné. Plus de sens recherché, parce qu'on est aussi de plus en plus éduqués, de plus en plus informés. Vous avez l'idée post-matérialiste d'un politologue américain qui s'appelle Ronald Inglehart, c'est que plus les pays sont riches, plus les gens ont grandi dans un environnement abondant en ressources, plus ils se déplacent vers le haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, pas important. Le salaire, moins important qu'il n'était avant. Ce qui est important, c'est de se réaliser. Donc il y a une appétence pour ces questions qui est très forte, et à côté de ça, un modèle qui ne donne pas le sens. Donc vous avez une sorte de crise de sens. Et ça redéfinit tous les comportements. Et sur la partie pro, par exemple, qui nous intéressait, moi aussi, quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a énormément de salariés qui ne trouvent plus vraiment de sens dans leur travail. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé assez ambigu, c'est qu'il y a beaucoup de patrons qui considèrent qu'ils donnent du sens à leurs équipes. Comment on explique ce... Moi, je fais le job, mais le salarié dit je ne m'y retrouve pas. Parce que le sens est un mot fourre-tout. Oui. Déjà, dans on a du sens, chacun il voit du sens à sa manière. Oui, devant sa porte, quoi. C'est une construction, c'est une représentation de la situation. On est dirigeant on peut être un peu désemparé parce que moi je peux trouver du sens personnel parce que par exemple je suis entrepreneur, c'est mon projet. Comment faire Et comment vous entraînez tout le monde dans le même sens? C'est le cas de le dire. D'entraîner tout le monde dans le même sens, c'est pas simple. En revanche, vous pouvez basculer du sens classique donné par les entreprises à un nouveau sens, un nouveau type de sens. Le sens classique des entreprises, c'est ton boulot a du sens puisque tu participes au succès de l'entreprise. Tu es un maillon d'un grand échiquier ou engrenage qui va permettre le succès de l'entreprise. Autre source de sens, tu satisfais les besoins des clients. Donc, ton sens est lié à l'entreprise, au client. Sauf que maintenant, c'est pas ça que recherchent les gens. C'est le sens me concernant. Est-ce que je me développe personnellement? Est-ce que je suis aligné avec ma valeur dans tout ce que je fais? Et le sens vis-à-vis de la société dans son ensemble, pas l'entreprise, la société avec un grand société S. de l'individuel face au collectif que vous évoquiez. C'est-à-dire je suis dans mon monde à moi, il faut que je trouve mon bonheur. Il y a moi et il y a la société dans son ensemble, l'impact sociétal. Et l'entreprise, jusque-là, elle était ni sur l'un ni sur l'autre, elle était au milieu, qui était vérifie que tu contribues à la bonne marge de ce groupe, de ce collectif qui est l'entreprise. Mais c'est plus trop la question là. Et donc je pense qu'il faut basculer dans un sens centré sur l'entreprise et sur le client vers un sens centré sur le salarié et sur la société avec un grand S. Et moi j'en discutais avec certains dirigeants qui sont eux-mêmes d'ailleurs assez sensibles à ces sujets, plus que la moyenne, et qui me disaient je ne sais pas aussi comment agir parce que je vois bien qu'il y a des externalités négatives sur ce sens, sur ce bonheur qui ne viennent pas de moi, mais qui ne viennent de l'environnement personnel des gens. Et du coup, parfois, est-ce qu'on n'aurait pas une tendance, est-ce qu'elle est saine ou pas, d'entreprises qui vont être un peu plus paternalistes qu'elles ont pu l'aider parce qu'elles veulent intervenir dans la vie personnelle des gens? Jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où on va pour aider les gens? C'est ça. Là, je suis un économiste et puis versé aussi dans la finance. Et il y a un concept clé qui est la diversification. Si tout votre bonheur dépend d'une structure, si vous faites virer, vous êtes très mal.
Oui. Donc, on coupe le cordon, salarié, quoi. je ne voudrais surtout pas que toute ma vie soit régie par mon employeur. Je serais, mais vraiment. Parce que c'est une tendance qu'on voit. Ouais, par ouais, exemple, c'est vrai. Bien sûr, dans la Silicon Valley, par l'industrie exemple. tech a un peu instauré ça. Entreprise globale, en fait. Hein, D'ailleurs, ce qui n'a pas que des bonnes choses derrière, parce que la rétention des talents est peut-être plus forte, mais est-ce que les gens restent pour les bonnes raisons, c'est un autre sujet. Mais comment trouver, selon vous, le juste milieu alors Le juste milieu. S'il existe. Hein. En tout cas, moi, vraiment, l'intuition pour moi, c'est de se concentrer sur le bonheur, enfin le bien-être au travail et le sens au travail. Et pas essayer de régenter toute la vie intérieure de l'individu. Hein. Ce serait très contre-productif en plus. Il y a des mécanismes de réactance psychologique où quand on essaie de trop vous influencer, on recule et on se replie. Vous reculez. Donc, typiquement, Arnaud, tu disais comment on emmène tout le monde dans le même sens. Ouais, c'est ça, le même sens. Ouais. Il faut peut-être même pas essayer. Il faut accepter que les gens aient différentes représentations de leur travail. Et parce que maintenant, vous avez des chief purpose officers qui essayent d'imprimer le sens de l'entreprise dans le cerveau des salariés. Avec des post-it, avec des... Là, on sait que c'est comme ça va créer une sorte de travail existentiel. Vous devez constamment repenser votre travail pour que ça coïncide avec ce que l'entreprise veut que vous pensiez de votre travail. Ce qui est pourtant clairement la tendance. Bah oui. On est d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, par exemple, cette année, beaucoup je trouve, font la remarque, c'est que d'un côté, vous avez cette recherche, en tout cas de mettre des mots sur ces sujets, et peut-être, ne serait-ce que mettre des mots, ça les rend vivants, quoi, ça les rend réels. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'on recommence à éluder des enjeux comme le télétravail, la possibilité d'être à distance, de pouvoir participer à la vie de l'entreprise différemment, des sujets de liberté, finalement, en entreprise, qui pourraient être constitutifs du sens que les gens retrouvent. Est-ce que c'est pas aussi sur ces sujets-là qu'on doit se concentrer en tant qu'entreprise ? Il y a, en tout cas, le livre est très concentré sur la recherche sur ces questions-là. Donc en tout cas, la recherche est là-dessus. Parce que vous compilez beaucoup de choses. Télétravail entraîne sens, par exemple. Donc on voit comment tout ça se combine. Et par exemple, il y a des études très intéressantes et que les entreprises devraient s'approprier sur télétravail et satisfaction au travail, et télétravail et performance. Et on arrive à une conclusion très claire. Le télétravail fonctionne très bien quand il est fait autour de 50%. C'est ça. Et donc vous avez votre autonomie que vous allez chercher dans la partie chez vous, et vous avez Puis je vais piocher. Ouais, c'est ça. Travail ensemble, collaboration, que vous allez chercher sur site. Quoi. Mais juste, Mickaël, avant de nous quitter, votre livre est très riche parce que c'est un travail de compilation de chercheurs venus de tous les pays, donc c'est un livre très didactique. Mais il y a quand même dans votre livre l'idée que nous sommes malades de ce monde moderne, de la surconsommation, du fait que nous sommes finalement un peu blasés. Vous le disiez, on se désintéresse de plus en plus. C'est très paradoxal. Est-ce qu'on est en train de muter là ? Est-ce qu'on est en train de changer de monde ? Est-ce qu'on revient à plus de frugalité ? Est-ce qu'on revient plus sur nous-mêmes ? Ça oui. Et donc ça bascule. Oui, on n'est pas que malade de la consommation. C'est tout un système. On est malade aussi du travail. On est malade de l'individualisme qui vient percoler à peu près dans toutes les dimensions de la vie. Et ça transforme tout, y compris la consommation qui, selon toi, est un problème. Dans les choix, dans nos choix. Il y a des consommations vraiment bizarres qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, des gens qui vont chercher le dépassement d'eux dans la souffrance. Donc vous avez les Mud Days. Ces gens qui font des parcours du combattant dans la boue avec des chocs électriques via des barbelés. Quoi. Et en copain, faut le dire, en bande. On se prend des chocs électriques ensemble. Ouais. Et avant, on est très très loin de la consommation hédonique, on allait chercher le plaisir. Là, on va chercher la douleur, parce que la douleur emmène une transition qui vous amène à retrouver du sens dans votre vie. En fait. Merci Mickaël Mongon. Il faut vraiment lire ce livre, L'Empire du Sens, aux éditions Erol. À votre analyse, bien entendu, puis c'est aussi un travail de compilation de chercheurs, de penseurs. Ça fait penser au débat qu'on avait hier sur le fait qu'on rende un peu plus scientifique le management. Il y a plein d'études, il y a plein de travaux, et qu'on peut utiliser. À disposition des entreprises. Exactement. Et que vous utilisez, que vous vulgarisez d'ailleurs dans votre livre. Merci Mickaël d'être venu. Merci. On va se revoir, j'en suis sûr, la suite de nos programmes, toujours avec Jérémy Cléda, Travailler demain. C'est tout de suite. On reste dans le sujet, c'est très intéressant, L'Empire du Sens, ce livre de ce chercheur. Là, c'est très concret. Un titre, il ne faut pas se tromper sur les mots d'ailleurs. Ouais, non, mais je ne l'ai pas dit, c'était évidemment en référence à ce film des années 70, L'Empire d'Essence, mais qui n'a rien à voir, ne soyez pas dupés, c'est chez Erol. Là, on s'intéresse aussi à l'idée qu'à côté de son travail, on peut aussi mettre du sens sur des actions, de belles actions.
Oui, exactement. C'est un sujet d'ailleurs chez Welcome to Jungle qui nous anime parce que on a beaucoup travaillé, par exemple, sur le rythme de travail et on a vu à quel point permettre aux gens d'être responsables de leur rythme, de leur temps, ça contribue à ce sens et une corrélation qu'on a fait au bonheur. C'est le sujet de Vendredi. On va en parler avec Félix Demont, son fondateur. Vendredi, c'est une start-up sociale qui est spécialisée dans la mise en place du mécénat de compétences en entreprise. Donc concrètement... Vendredi, comme l'aventurier sur cette île déserte. Tout à fait. C'est ça. Hein, le jour de la semaine. Ouais, comme jour de la semaine, bien entendu. Ça ne m'aurait pas échappé. Exact. Et comme ce jour de la semaine, parce que j'ai la chance de bien connaître Vendredi, où par exemple l'entreprise accepte de dire le vendredi, j'ai des collaborateurs qui ne vont pas travailler chez moi, mais qui vont travailler au service d'une association, d'un autre projet. Ils donnent. Ils donnent et aussi je pense que le corollaire, c'est qu'ils reçoivent beaucoup. Comment est venue cette idée et surtout, au début, on peut se dire, est-ce que les entreprises vont vraiment donner 20% du temps de leurs collaborateurs à quelque chose sur lequel potentiellement ils vont avoir aucun impact et aucun bénéfice? Du coup, merci de m'inviter, Arnaud et Jérémy. Alors, le vendredi a bien grandi depuis, puisque vendredi prend plein de formes. Alors, un vendredi peut être un lundi, mais un vendredi peut durer aussi 5 minutes, comme une année à temps plein, et je reviendrai dessus. L'idée qu'il y a derrière vendredi, et c'est le sujet profond, je pense, une des 4 dimensions du travail, qui est le sens, quelle est mon utilité par rapport aux autres, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, les citoyens, et en fait on est des citoyens, mais les travailleurs n'est pas décorrélé de qui il est à côté, c'est comment je contribue à l'impact positif sociétal. Et aujourd'hui, il y a un réveil qui était préexistant, qui est là depuis longtemps, sur... quel est notre modèle de société, comment moi je suis une partie de la solution, comment mon entreprise est une partie de la solution et comment moi dans mon travail je suis une partie. Et c'est ça le fond du sujet de vendredi. Et nous on permet aux entreprises, dont c'est pas la spécialité, une entreprise elle est là pour proposer des services à des clients, avoir un chiffre d'affaires, un modèle qui tourne. Et nous notre rôle chez Vendredi c'est des entreprises à proposer une diversité d'actions à impact positif qui vont être cohérentes avec qui elle est. On ne fait pas la même chose si on est Welcome to the Jungle et qu'on travaille dans l'emploi que si on est Carrefour et qu'on travaille dans l'alimentation. Vous adaptez, bien sûr. Et par rapport à mes enjeux, parce que je n'ai pas forcément les mêmes enjeux. Je peux avoir un enjeu d'accompagner des personnes en fin de carrière vers la retraite, et donc là, leur donner plus de temps pour préparer la suite est un sujet, mais ça, ce n'est pas le cas d'une start-up en général. On peut être une boîte de conseil et se dire, j'ai des consultants entre 2 missions, je vais pouvoir les occuper plus de temps. On peut être une plus petite start-up qui va dire, je vais donner 2 jours à tous mes collaborateurs, ou je vais pouvoir organiser un événement avec mon équipe managériale, avec mon équipe, et dire, cet événement, il va être solidaire. Et nous, Vendredi, on est la plateforme qui permet de proposer une diversité d'actions, de communiquer simplement, parce qu'il y a un vrai enjeu d'animation dans l'entreprise, et de donner le pouvoir. C'est l'autre cliquet, ça. Et évidemment de piloter ça simplement, qui fait quoi, combien de temps, est-ce que les managers s'autorisent, quel est l'impact de ça. Vous rationalisez le temps en fait, vous avez du sens au temps quoi. Et du coup on est un projet de société, mais on est aussi un SaaS B2B, comme on est dans une émission de télé, business, donc faut en parler. Donc, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement vous avez commencé par ce sujet... symbolique, on donne un jour et puis finalement on s'aperçoit que les gens, les entreprises, il y a plein de moyens de le faire et pas forcément juste un moyen rigide finalement. Exactement. Moi j'ai lancé le projet pour expliquer l'histoire où j'étais étudiant à Sciences Po, je me suis dit c'est absurde. En fait les entreprises disent qu'elles veulent des étudiants engagés, c'est un signal de potentiel, c'est génial, c'est des gens qui vont plus loin. Et puis en fait elles disent on vous recrute là-dessus puis après c'est fini, vous êtes en full time. Et donc le début du concept de Vendredi c'était des stagiaires 20% du temps recrutés, et 20% du temps, en fait, au lieu d'être chez Mazars, L'Oréal, les entreprises, ils vont chez Emmaüs, la Croix-Rouge, Phoenix, des startups sociales. Et c'était ça le modèle. Et petit à petit, il y a des managers qui ont dit moi aussi j'ai envie de le faire. Comment on pourrait le faire? L'entreprise, excusez-moi, en tire profit sur le plan de sa communication. Elle en joue. Il y a quelque chose comme ça de très gratuit. On dit après tout, on le fait. Point. On communique pas. Alors, les entreprises ne sont pas des organisations philanthropiques par essence. Et donc pourquoi elles le font? Elles le font pour 4 raisons. En fait, elles le font pour une première raison c'est une attente forte des collaborateurs aujourd'hui à tous les âges. C'est de dire comment mon entreprise a un impact positif au sens large, c'est-à-dire la politique de rémunération homme-femme, femme-homme, c'est un vrai sujet, le handicap, l'empreinte carbone, mais aussi comment moi j'y contribue, comment je vois que c'est concret et que moi je suis un acteur de ça. Premier point. Deuxièmement, il y a des candidats qui arrivent aujourd'hui, et ça je pense que Jérémy pourra en parler. Challenge et qui disent en fait vous faites quoi vous, en quoi dans votre boîte vous êtes exemplaire, sinon moi je ne viens pas bosser chez vous. Troisième point, super simple, il y a des parties prenantes externes, nombreuses, qui sont des investisseurs, qui commencent à vraiment pousser sur ces sujets. Qui notent l'État, avec des contrats intéressants qui sont de plus en plus pour gagner des contrats, c'est des choses Et en fait, il y a une vraie tendance de fond qui font que c'était un sujet philanthropique. Moi, j'ai lancé ça il y a 10 ans. Et là, ça devient un sujet. Et c'est un sujet qui est cœur entreprise maintenant. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et nous, toute l'histoire du projet, on a commencé avec quelques jeunes. Maintenant, on travaille avec une centaine d'entreprises, 500 associations, et sur un modèle autofinancé depuis le début. Donc, c'est assez chouette. Top. On est en retard.
Peut-être une dernière petite question. On en a déjà parlé, mais est-ce que c'est pas un peu triste que le sens, l'entreprise le propose pas et on doit aller le retrouver chez quelqu'un d'autre? Alors, en fait, c'est pas du tout triste. Je pense que la question, c'est comment Elle externalise le sens. transformer progressivement l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. Et comment on fait pour donner à chacun la façon d'agir par rapport à ses envies, en fait, ses disponibilités. Et parce qu'en fait, on peut pas. Donc, l'enjeu principal, c'est de transformer le cœur du sens de l'entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais aucun doute, On plante évidemment. une petite graine. Mais l'important, dès c'est que le comment salarié on va. fait pour que tout le monde bouge et que dans ce que fait de façon holistique l'entreprise, ça ait du sens. Et nous, on est un des moyens, on n'est pas la finalité. Et c'est pour ça que chez Vendredi, on ne crée pas des salariés schizophrènes qui vont faire 5 minutes et dire « Ah là, je vais trouver du sens, puis le reste. » Non, c'est dire « Ah, mais non, ça participe d'un projet de transformation. » Quand ils reviennent, ils ont ça en eux. Ils ont ça en eux. L'holistique de l'entreprise. Oui, Merci. Félix Demont. Merci de parler de ces beaux sujets. Et puis, vous, à quoi ressemblera votre vendredi? Mais Moi, je pars avec exactement. cette question. Moi, je le sais. Je sais à C'est mon quoi. jour off. Ah, c'est votre jour off. Moi, je serai à l'antenne en direct. Ne partez pas tout de suite. Restez avec nous. Nous ne sommes que jeudi. Merci à Félix Demont, initiateur de Vendredi, cette association très intéressante, passionnante. Merci Jérémy d'être venu avec vos invités. Avec plaisir. Toujours passionnant. On se retrouve demain, si tout va bien, après cette courte pause, évidemment. Le débat, le cercle des experts, c'est chaque vendredi, vous connaissez notre rendez-vous. C'est l'occasion de balayer l'actualité. Dieu sait si l'actualité est riche, évidemment, avec une double inquiétude pour les Français, ces attentats terroristes, bien entendu. Et on a une pensée pour les familles endeuillées, bien entendu, celle de Nice notamment. Et puis cette inquiétude économique pour les investisseurs, les chefs d'entreprise. C'est un choc, ce confinement 2. Il avait été annoncé et il est tombé hier, officiellement, depuis minuit. Les Français sont confinés, direction le télétravail. Et puis des chiffres, des indicateurs économiques qui sont mauvais, une croissance négative, évidemment des investissements qui baissent, et des salariés inquiets, des commerçants inquiets, et des chefs d'entreprise, mais ce qui demande évidemment de quoi sera fait l'avenir dans 2 mois. C'est un peu terra incognita. On en parle avec mes invités, mes experts. Valérie Onassian, merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice de la Fondation Concorde. Vous avez décidé de pousser un coup de gueule, on en parlera avec vous dans un instant. Vous êtes la fondatrice de FEMIA Conseil, merci d'être avec nous. Stéphane Marchand est à ma gauche, rédacteur en chef pour l'Écho. États-Unis, on va voir la une qui est très belle, vous la tenez et vous avez bien raison d'en être fier. USA, la flamme libérale brûle-t-elle encore? Alors vous avez fait focus évidemment sur les États-Unis. Oui. C'est un sujet important évidemment parce que c'est bientôt l'élection. C'est mardi. C'est mardi. C'est mardi. Et tout ça aura des enjeux sur notre économie aussi, l'élection d'un nouveau président ou la reconduction de Donald Trump, parce que tout ça est très serré, dit-on, enfin vous en savez plus que nous. On espère que c'est pas si serré que ça, mais prudence sur les sondages et les chiffres. Les sondages, visiblement, ne disent pas vrai, puisque les Trumpistes ont eu consigne de ne pas dire la vérité, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, oui. C'est de la manipulation, sur du fake news, donc je ne me prononcerai pas, ça certainement pas. On va revenir sur notre sujet, Stewart Shaw, merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez sur le plateau des experts, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. D'abord, je voulais vous poser une question simple. Je me tourne vers vous parce que l'opinion, c'est important. Qu'est-ce que disent les Français, et d'une manière générale, et plus précisément les chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une très forte inquiétude, plus forte encore que ce qu'on a vécu en mars, où il y avait un effet de sidération? Pour vous donner quelques indicateurs d'opinion, alors peut-être sur 2 publics, les Français et les dirigeants d'entreprise, on réalise via Voice avec HEC un baromètre des décideurs tous les 2 mois qui prend le pouls un petit peu des projections et de la conjoncture économique perçue par les décideurs français. Là, les scores, alors ça a été les scores d'octobre, vous imaginez les scores récoltés en novembre, étaient illustrer une dégringolade finalement des perceptions économiques. On était à moins 48. Pour vous donner une ordre de grandeur, c'est un chiffre qu'on retrouve exactement pendant la crise de 2008. Donc c'est vraiment pour illustrer l'ampleur finalement des perceptions négatives dans lesquelles on disait que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas dans l'aspect déceptif, on est dans les mêmes chiffres. Oui, et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'on est dans une temporalité qui est aussi différente. C'est-à-dire que sur la première temporalité de mars, on était dans une espèce de sidération où effectivement on attendait la boîte d'autorité et puis on avait bon espoir qu'à un moment donné on sorte aussi de cette crise-là. Aujourd'hui, on a l'impression, et le président le disait, que c'est un peu un jour sans fin et que finalement on est non plus dans la sidération mais presque dans la résignation.
Ce qui est, attention, pas quelque chose de forcément négatif, puisque ça peut propulser des créativités. Encore faut-il aussi donner la capacité à nos entrepreneurs d'être responsables et leur donner toute la capacité d'être créatifs dans ces moments-là et de les écouter. Résignation qui renvoie à un mot qu'utilise beaucoup le président, qui est le mot résilience, de Boris Cyrulnik. Résiliation et résilience, capacité de résister à un choc. Valérie Onassian, Fondation Concorde, chef d'entreprise. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, les Français, pour ceux qui sont à Paris et un peu partout, d'ailleurs, ces villes mortes, il n'y a que ceux qui travaillent, il y a peu de gens, objectif télétravail, il y a une forme de crispation et d'angoisse. Oui, peut-être aussi un peu de colère. Bon, on a les chiffres en tête. Le ministre de l'économie a annoncé ce matin une récession de 11%. Absolument, on a le chiffre. En 2020, aujourd'hui, ce sont quelques 200 000 commerces qui sont fermés et on estime, alors les estimations sont variables, mais au minimum à 15 milliards d'euros par mois, la perte d'activité liée à ce confinement. Alors moi, avant d'être résignée, je suis un peu en colère parce que... Pourquoi parce que je pense que si on avait été plus responsable... Vous savez, le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. Il n'y a pas de bonne liberté sans responsabilité. La liberté, c'est pas je fais tout ce que je veux et n'importe quoi. C'était pas le cas d'hier dans les rues de Paris, hein, vous avez vu ces images. Mais c'était un truc incroyable. C'était incroyable. Je pense qu'il y a eu au moins 10 fois plus de contamination hier que les autres jours. Et je pense que... ça dit quelque chose quand même. Ça dit quelque chose, mais je pense que si nous avions été responsables davantage individuellement et collectivement, on aurait pu éviter ces mesures. Parce que... on l'a pas été. On l'a pas été. Et je suis évidemment très énervée de voir que c'est vrai que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, mais là, on est dans la loi du petit nombre, parce que je pense que la majorité des Français ont été raisonnables, mais une minorité n'a pas suivi les règles, s'en est même vanté parfois, y compris médiatiquement. Et aujourd'hui, tous ces comportements, ces mauvais comportements, ces mauvaises pratiques vont être responsables de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes en colère, Stéphane Marchand, mais l'INSEE constate, je les cite, que les prévisions pour la fin de l'année deviennent plus incertaines. Donc il y a une forme de zone de turbulence. On estime non négligeable, dit l'INSEE, le risque d'une pause, voire d'une rechute, et c'est confirmé puisqu'on va entrer dans une phase de croissance négative, qui est très mauvaise, donc de récession. La récession étant plusieurs mois consécutifs de croissance négative, donc 3 mois, on n'y est pas encore, parce que le mot récession, évidemment, fait peur. Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous regardez cette situation? Parce qu'on nous dit d'un côté, on n'a pas le choix. On doit reconfiner, on doit mettre un coup de vis. Puis de l'autre, on a des commerçants qui disent « mais moi, venez me chercher entre les gendarmes. Moi, je laisse mon restaurant ouvert. » Donc il y a une forme d'inquiétude profonde, terrible. Alors moi, je vais choisir d'être optimiste. Hein. Je ne veux pas, je ne vais pas pousser un cri de colère. Ce n'est pas mon tempérament. Parfois, vous vous énervez, parfois. Hein, ça m'arrive. Ça vous arrive, non, mais ici en particulier. Mais sur ce sujet-là, je trouve qu'il y a quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est les enfants vont aller en classe. Ce qui va pour les millions de Français qui avec un masque pour 6 ans. C'est vrai. Mais pour les millions de Français qui vont travailler, qui sont les parents de ces enfants, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Le télétravail va faire des conditions qui sont moins délirantes. Je dirais moins délirantes. Ils vont télétravailler sans les enfants dans les jambes. Voilà. C'est ça. La deuxième chose, c'est que la tonalité officielle, c'est travailler. Alors que la tonalité officielle au mois de mars, c'était rester chez vous, la santé. Blackout. Donc on entre dans une psychologie collective française où on s'habitue. Alors évidemment, on entre peut-être dans une phase où il va falloir vivre avec le Covid pendant longtemps, pendant très longtemps. Il va peut-être y avoir un 4e, un 5e, un 6e confinement, je ne sais pas. Mais la France est en train de prendre, et l'Europe et le monde est en train de prendre les moyens de vivre avec le confinement, avec le virus. C'est une nouvelle. Et en termes de responsabilité, madame, je pense qu'en fait, on entre peut-être dans une phase de responsabilité collective plus lentement que vous ne le souhaitez. Mais je dirais la mauvaise nouvelle... Donc la bonne nouvelle, c'est ça quand même. Hein. On a pris conscience que maintenant, il fallait mettre le masque. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est ce que vous disiez à l'instant, Arnaud, c'est le flou total sur ce qui nous attend. Et en particulier sur les faillites d'entreprises. Que savons-nous sur les faillites d'entreprises? Il y a eu tellement d'argent public injecté dans le système que finalement, tout le monde est anesthésié. Mais tout laisse à penser qu'en mars 2021... quand les processus d'aide, les prêts, etc. vont commencer à arriver à échéance, on va avoir une gigantesque masse de faillites, correspondant au mur de dette qui s'est levé depuis des mois. Et ça, on ne sait pas. Et on peut... Aujourd'hui, par exemple, les tribunaux de commerce disent qu'il y a beaucoup moins de faillites que d'habitude. Donc c'est clairement
que la réalité Bien sûr. échappe complètement à ces observateurs que sont les tribunaux de commerce. Donc, Fondation Concorde, c'est intéressant parce que c'est une fondation d'obédience libérale. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup même d'hommes politiques aujourd'hui de premier plan, qui sont au pouvoir, étaient plutôt des hommes politiques libéraux, portant l'idée qu'il fallait baisser les impôts et sont obligés de mener une politique étatiste, interventionniste, où des milliards d'euros sont déversés. Vous dites, de toute façon, on n'a pas le choix. Non. Là, on est dans une situation de crise comme une situation de guerre. Oui. Donc, il faut déverser ces milliards. On n'a Oui, pas le choix. Vous savez, être libéral, c'est d'abord être pragmatique. Hein, donc, Et être libre aussi, souvent, et philosophiquement. être libre. Alors, c'est là où on peut quand même essayer de mettre en perspective tout ça. D'abord, malheureusement, la France aborde cette phase de confinement beaucoup plus affaiblie que d'autres pays. Vous le pensez ? Sur le plan des finances publiques, Oui. je veux dire. Sur le Oui. plan des finances... Non, mais ça, c'est incontestable. Bon, on n'allait pas très bien déjà avant. Hein. Non, mais justement, c'est Ouais. pour ça que c'est la preuve, s'il en fallait encore une, que quand ça va bien, il faut gérer correctement la dépense publique pour garder quelques poires pour la soif, comme on dit, parce que là, on voit bien la Comme pour différence. une famille. Comme pour une famille, les mécanismes et les raisonnements sont les mêmes. Hein. Comme on le voit, l'Allemagne est beaucoup moins endettée et donc aborde la situation avec beaucoup plus de réserve et de force que nous. Donc, ça veut dire qu'à la sortie, on va le payer beaucoup plus cher que les autres. Évidemment, parce que l'endettement est là et que cette situation d'endettement, elle fragilise aussi le système financier. Mais juste une intervention de Stewart Shaw. Moi, j'ai l'impression inverse. Je ne veux pas moi-même m'engager dans ce débat, mais que l'argent déversé pour aider les entreprises, c'est ce qu'on entend aussi, va nous permettre de redémarrer plus rapidement. Parce que si on laissait, comme en Italie par exemple, les entreprises ne pas être aidées, non, mais vous êtes d'accord ? être aidé. Non, mais je dis simplement que c'est mieux quand on aborde la situation. Ah bah oui. Et donc, si on tire une leçon pour l'avenir, voilà, il faudra revenir. Vous en pensez quoi, cette question-là? Parce qu'on a un déficit public qui était endémique avant le Covid, qui avait progressé d'ailleurs. Et on a été capable de dépenser plusieurs centaines de milliards. Donc là, c'est vrai que... Et donc les Français comprennent plus très bien et en même temps se disent, bon, bah, si on a dépensé autant, c'est que la situation est dramatique, de fait. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que les moyens sont mis sur la table. Hein. Il y a au moins 15 milliards sur le nouveau confinement qui va être redéployé. Ce que je trouve intéressant quand même, pour rejoindre ce que vous disiez, peut-être dans une perception un peu positive, c'est que c'est bien un peu positif. Oui, mais je pense que c'est important. Les rues sont vides, c'est triste. L'économie, c'est aussi de la conjoncture collective, c'est aussi des projections collectives, donc c'est important d'alimenter tout ça. Je pense qu'on est dans un moment où, peut-être un peu plus que d'autres, on se rend compte que la vision un peu dichotomique entre santé et économie ne va plus de soi. C'est-à-dire que la santé, c'est de l'économie, c'est de la santé. Et les choses sont interdépendantes. Et je pense que le rôle de l'État aujourd'hui, c'est aussi de montrer ça. De dire qu'effectivement, on met les moyens parce que ça en vaut la peine. Et je pense que c'est ça que les Français doivent comprendre. Je pense que c'est ça aussi l'idée à laquelle ils commencent aussi un petit peu à adhérer. Et pour revenir sur ce que disait Madame, je pense que sur cette temporalité qui va s'ouvrir là, les Français sont conscients qu'on leur donne les outils. Et à partir du moment où ils ont les outils, il faut leur donner aussi la capacité de les utiliser, d'agir, d'être créatifs, parce que les Français, les entrepreneurs... Oui, c'est un mot que vous utilisez beaucoup, la créativité. Bien C'est-à-dire sûr. tirer profit de cette crise pour inventer le monde de demain. C'est toujours à l'aune des vulnérabilités collectives qu'on est les plus créatifs. La responsabilité, c'est ça aussi. C'est pas juste nous dire ce qu'on doit faire, c'est nous dire aussi ce qu'on peut faire. Et nous écouter quand on sait faire. L'infantilisation, c'est revenu beaucoup dans la bouche de chefs d'entreprise. Absolument. On nous infantilise, laissez-nous faire. Il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont intériorisé cette nouvelle normalité en transformant davantage en interne, en transformant des services, des offres, en transformant une façon de travailler, d'être en relation aussi avec leur public, leur partie prenante. Vous êtes d'accord, et Stéphane Marchand? C'est très très important. On est en mute par la force des choses et on invente. Et moi, je pense que s'il faut donner un sens à cet argent déversé, c'est pas simplement pour financer les pertes, même si ça va être le cas et c'est normal, mais c'est aussi pour transformer. Absolument. J'entendais le ministre dire hier soir que, si j'ai bien noté, seuls 32% des TPE étaient correctement digitalisés. C'est extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé qu'il avait amorcé un discours vraiment très, très intéressant pour le coup, puisque non seulement il a parlé de l'argent et des aides, le fonds de solidarité, etc., mais aussi de l'accompagnement de ces petites entreprises pour les aider à se transformer, notamment sur le plan digital, pour qu'elles puissent faire le click and collect, etc. Oui. Alors, si on peut pousser là-dedans, c'est évidemment très porteur d'espoir. Oui, on en revient encore au petit commerce, l'idée du petit commerce, le faire survivre avec le click and collect, avec de la livraison peut-être, parce que beaucoup y réfléchissent. Pour rebondir sur ce que vient de dire par Madame sur les petites entreprises, pour les entreprises moyennes et les grandes, le télétravail
est un extraordinaire révélateur des failles du management. C'est-à-dire qu'en ce moment, toutes ces grandes entreprises sont en train de se rendre compte que leurs process ne sont pas adaptés à l'efficacité maximum. Et elles sont en train d'y réfléchir, de les transformer, de réfléchir. Et vous avez tout à fait raison. Ce qui va sortir à la fin, ce sont des entreprises certainement beaucoup plus fortes, parce que beaucoup plus créatives, et qui se seront débarrassées de mauvaises habitudes. Juste un mot sur l'emploi, parce que vous savez qu'on est l'émission Emploi RH, on est à 11,8. Jusqu'où on va monter, parce que là aujourd'hui, effectivement, sous perfusion, les entreprises continuent à vivre, elles sont aidées, elles ont des PGE. Vous parliez de mars 2021, c'est-à-dire un moment où effectivement on commence à rembourser, où les bilans comptables sont devant les yeux des DRH. C'est quoi le moment où on se dit, là on est sur un moment de bascule où le chômage va exploser? Il a déjà explosé. Le premier semestre 2021 peut être terrible. Parce qu'aux faillites correspondront évidemment du chômage, et il n'y aura pas des faillites que de petites ou de toutes petites entreprises. Oui. Il y a déjà des faillites des entreprises moyennes qui sont en grand danger. Le numéro 3 du congrès, par exemple, des événements, qui est une entreprise française, est en train de s'effondrer. Donc ce type de catastrophe, malheureusement, on ne va pas les éviter toutes. Sur cette question du chômage, je pense évidemment aux petits commerces, mais pas uniquement aux artisans, mais aux salariés qui sont derrière. Il y a des gens qui travaillent au restaurant. On sait qu'il y a toute une chaîne derrière tout ça. On a en France, j'allais dire malheureusement, une structure de développement qui est particulièrement impactée par la crise, avec l'aéronautique, le tourisme. Je rappelle que le tourisme, ça fait 8% du PIB. Un des poumons de notre économie. Et 10% des emplois. C'est énorme. Et donc, je pense que malheureusement... Et l'aéronautique, j'ai cité, impacté directement. Donc, voilà, on a cette faiblesse-là particulière qui nous distingue un peu des autres pays aussi. Il y a cette petite phrase de Jean Castex, vous allez voir, c'était intéressant parce que c'est aussi un élément de langage peut-être, on va le décrypter, mais l'idée qu'on est tous embarqués sur le même bateau en Europe et que les critiques ne servent à rien de dire la France a mal confiné. Regardez, si nous avons raté le déconfinement en France, alors le déconfinement a été raté partout. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce qu'on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne, elle avait évidemment mis quelques noisettes en réserve, mais au-delà de cette question du déficit, globalement, on est tous dans le même bateau ou pas? Oui, alors, c'est peut-être entre guillemets, la stratégie d'opinion là qui va parler. En effet, c'est une habile communication politique. Bah oui, je me suis permis de le dire. Vous avez tout à fait raison. Si vous englobez... C'est-à-dire que c'est une manière aussi de responsabiliser l'ensemble du bateau européen, de se dire finalement qu'on n'est qu'une partie de cette crise-là. Et pour tuer les critiques franco-françaises. Exactement. Bah oui. C'est pour décentrer aussi les problématiques. C'est à la fois juste, à la fois faux, juste parce qu'effectivement, on est dans une crise mondiale, sanitaire, économique, sociale. Monsieur très justement évoqué les mois qui vont venir en 2021. Je voudrais quand même signaler sur la première intervention du président concernant le plan de pauvreté. Je pense qu'on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir dans les années, dans les mois, bien sûr. Il y a 1 million de Français qui viennent de passer là dans le... Donc on est dans une crise qui fait système, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise économique, et je pense que d'une certaine manière, il faut que l'ensemble de ces acteurs-là soient aussi conscients de cette interdépendance, comme on se disait, et donc aussi, et je le répète, de la responsabilité, de la créativité de chacun dans ce bateau-là pour faire avancer les choses. On est dans une actualité terrible avec ces attentats terroristes, une pression internationale, des tensions avec la Turquie. J'ai l'impression que tout ça s'empile, comme vous le dites si bien d'ailleurs, et qui est en train de faire système dans l'esprit des Français. C'est dangereux ça. Il faut retrouver de l'espoir. Vous avez à dessein décidé d'être dans l'espoir. On a l'impression qu'on s'enfonce. Comment on fait pour redresser la tête là? On garde espoir? On continue à se battre? D'abord, il faut être content d'être dans un pays qui s'appelle la France et qui a un système social qui a ses défauts, qui dépense énormément d'argent. Parfois. Parfois mal, mais ces dépenses créent quand même un coussin face aux crises. Et qu'en ce moment, on voit que ce coussin fonctionne et il va continuer à fonctionner tant qu'il y aura de l'argent. Mais enfin, la France est quand même un pays riche, un pays puissant. J'ai vu que la France empruntait à moins 0,11% sur on la paye pour emprunter. Donc elle va finir par gagner de l'argent à emprunter de l'argent. Non, mais sur le plan monétaire. Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce qu'on est un peu dans la terra incognita. On se réinvente, mais comment? Moi, je m'accroche à ce qui a été la phrase de conclusion du ministre de l'économie hier. Il faut croire en l'économie française. Donc, évidemment, juste peut-être un mot.
je pense que cette espérance et cet esprit positif ne sont pas incompatibles avec un esprit critique. Donc moi, ça me gêne toujours un petit peu que lorsqu'on émet une critique... Vous êtes l'aiguillon du plateau aujourd'hui, Valérie Ohanessian. Mais je veux dire, c'est un petit peu facile et je pense que quand on critique une mesure, c'est pas forcément qu'on critique le gouvernement. On peut très bien être réticent par rapport à une idée ou à une mesure. Enfin, le gouvernement vous dit union sacrée, on est tous dans le même bateau, on se bat ensemble. Si l'union sacrée, c'est se mobiliser ensemble et y croire, c'est oui. Si l'union sacrée, c'est faire fi de son esprit critique et de continuer à réfléchir, c'est non. Parce que je pense qu'on n'a rien à gagner non plus là-dessus. Pour répondre à votre intervention, là, qui était intéressante, évidemment, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que, voilà, on aurait été dans une entreprise, on aurait tiré un bilan. Le déconfinement, je ne sais pas s'il est raté ou pas raté. Bon, la phrase, elle émane du monsieur déconfinement, donc chacun appréciera à partir de l'origine de la source. Okay. Mais peu importe, à la limite. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si c'est raté ou pas raté, c'est qu'est-ce qu'on en tire pour l'action à venir. Qu'est-ce qui est intéressant? Quelles ont été les bonnes pratiques? Qu'est-ce qui a foiré? Et comment est-ce que... Comme dans une entreprise. Comme dans une entreprise. Voilà, on a fait ça, on a fait ça. Oui, évaluer, c'est pas la spécialité des politiques. Français. Et moi, je trouve que là, on a manqué d'évaluation parce qu'on est dans la logique où évaluer, c'est critiquer, donc c'est pas être un bon... 8 secondes, Stewart Shaw. Je pense qu'il faut essayer de changer de vision, c'est-à-dire de mettre en parallèle une lutte contre le virus et une lutte pour quelque chose de nouveau. Et ce pour quelque chose de nouveau, il vaut autant que cette lutte contre le virus, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Et sans ça, c'est la léthargie. On n'a pas le droit à ça. Il faut avancer. Actualité importante. Je rappelle la une de Pour l'Écho avec les États-Unis, puisqu'on en parlera évidemment sur cette chaîne beaucoup à travers des émissions spéciales. La flamme du libéralisme. Rappelez-moi le titre, Stéphane. Brûle-t-elle encore aux États-Unis? Aux États-Unis, oui, parce que vous voyez, c'était ma question de tout à l'heure. En France, c'est réglé. L'État a repris le contrôle, évidemment, de notre économie, temporairement. 4 semaines de confinement. Vous reviendrez nous en parler parce que vous êtes évidemment des acteurs et des observateurs des Français, des chefs d'entreprise. Merci d'être venu me rendre visite dans le Cercle des Experts. Vous revenez quand vous le souhaitez. C'est chaque vendredi et le plateau vous est grand ouvert. Merci Valérie Ohanessian, merci Stewart Shaw pour Via Voice, Stéphanie Ohanessian évidemment pour la Fondation Concorde et puis Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'Écho. C'est la fin, non? Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Bismarck. Et on accueille dans un instant celui qui a géré des crises, un redresseur d'entreprise. Bah oui, des crises, il sait de quoi il parle. Il sera avec nous dans un instant. Voilà, le livre de Smart Job avec des invités qui se connaissent, il se passe des choses incroyables. On a avec nous Arnaud Marion, merci d'être là. Bonjour Arnaud. Et vous avez, puisque vous êtes encore avec nous Valérie Ohanessian, vous vous connaissez. Et ce sera peut-être l'occasion d'avoir un échange sur ce plateau. Elle a même fait une contribution dans mon livre. Vous voyez, il y a 25 contributions externes, elle en a fait une. Alors je n'avais pas vu la contribution de Valérie Ohanessian. Partout où je passe les mêmes erreurs, édition Erol, c'est votre dernier livre. Vous êtes CEO de IHEGC. C'est intéressant parce que on vous présente comme un killer redresseur, le sorcier du redressement. Alors, en lisant votre livre, j'ai découvert que vous étiez aussi passé par l'armée française, par l'armée de l'air, que vous aviez eu à agir rapidement en 95 en Bosnie. Ah non, moi, j'ai pas du tout géré ça, non. Vous n'avez pas géré? Non, ça, c'est des contributions externes. Ah, c'est la contribution. Alors, non, je suis fils de militaire, c'est peut-être ça qui vous a mis... Alors, d'où mon erreur. J'ai lu ce chapitre-là avec cette contribution de ce militaire qui part en Bosnie. Non, qui est le général Michel Adrien, etc. Bon, ça commence très très mal. Voilà. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi ce titre en fait, en disant partout où je passe, c'est les mêmes erreurs? En fait, c'est un livre qui a été écrit avant la crise du Covid, c'est important de le dire quand même. Donc je l'ai écrit en décembre l'an dernier. Et quand vers le mois de janvier, je me suis dit, j'ai envie d'enrichir ce livre avec des contributions externes, celle de Nicolas Dufour, d'où mon préface, et puis une 25, c'est des grands patrons, c'est des économistes, psychologues. Des militaires donc. Le titre s'appelle Partout où je passe les mêmes erreurs, parce que j'ai plus de 300 dossiers au compteur, j'ai plus de 45 Vélib, mandats. C'est le dernier? Vélib était c'est pas le dernier, j'en ai eu d'autres depuis, mais c'était un emblématique. Emblématique. Et en fait, plus de 45 mandats de direction générale et présidence et direction de restructuration. Et en fait, un jour, je me suis dit, je vais écrire sur la crise, parce que j'étais en train de créer mon institut de formation pour les dirigeants d'entreprise et les managers. L'IHEGC, c'est Institut des hautes études en gestion de crise, pour les aider à gérer les crises et les transformations. Je fais le lien entre les deux, parce
parce qu'une crise, c'est une transformation qu'on n'a pas voulu voir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs qui étaient énormes partout où je suis passé. Et là, je peux vous dire, je gère un dossier aujourd'hui et je me bats tous les jours avec l'actionnaire dirigeant que j'ai remplacé. Et chaque Donc, jour... il y a un dénominateur commun. Oui. C'est quoi, par exemple? Qu'est-ce qui est central? Parce que vous dites souvent, moi, quand j'arrive dans une entreprise, j'écoute tout le monde, mais je ne crois personne. Ouais, ça, c'est une de vos phrases. Ça, c'est un mantra. C'est vrai. Vous dites, une crise n'appartient pas à celui qui la gère. Ouais. Ça, c'est très intéressant, parce que celui qui gère la crise, finalement, est une sorte omnipotent. Non, vous dites, on ne fonctionne pas comme ça. On écoute tout le monde. Quand vous êtes frappé par une crise, si vous voulez, la crise, elle rentre dans le débat public et vous en êtes dépossédé. Vous n'avez qu'une solution, c'est essayer de vous en sortir. Moi, j'ai dirigé, vous avez des entreprises comme Doux, avec 1 milliard de chiffre d'affaires. Vous avez offert une chemise blanche qui n'était pas non déchirée. Oui, bravo. oui. Exactement. Et donc, si vous voulez, vous êtes dépossédé de tout ça. C'est dans le débat public. Vous avez le président de la République qui parle, vous avez le député du coin, le maire. La pression médiatique. Le maire de la commune, j'entends, pas le ministre. Et puis, vous avez vos éleveurs, et puis vous avez vos salariés, les syndicats, etc. Et en fait, la crise stigmatise. Vous voyez, là, cette crise, elle est complètement différente. Oui, je vais vous poser la question. On vient d'en parler là pendant 20 minutes. Cette crise-là, comment vous la gériez? J'ai écouté le débat, bien évidemment. Mais cette crise, si vous voulez, elle fait croire aux chefs d'entreprise qu'ils savent gérer des crises, ce qui est faux. Ils sont juste anesthésiés, ils reçoivent des perfusions d'argent. Moi, j'ai géré des crises. Je n'ai pas d'argent pour payer les salaires à la fin du mois. Quand je suis arrivé chez nous, je n'avais pas d'argent pour nourrir les poulets. C'est du stock vivant quand vous êtes dans une entreprise d'agroalimentaire qui élève des poulets. Et c'était 4 millions d'euros par jour. C'est ça les vraies contraintes du chef d'entreprise. Là, il y a une espèce... À chaque difficulté, on annonce de l'argent, en fait. Donc, je ne dis pas que c'est mal. Je ne suis pas là en train de juger. Je dis juste... C'est un peu le débat qu'on avait d'ailleurs. J'ai parfaitement écouté. J'étais bien évidemment d'accord avec beaucoup de choses qui se sont dites lors de ce débat. Donc, déjà, quelles sont les erreurs du chef d'entreprise dans une crise? Il se ment à soi-même. Il est dans le déni. Ouais. Pourquoi? Parce que le déni... Tête dans le sable. Oui, parce que le déni permet de supporter la culpabilité, de ne pas avoir ce sentiment de responsabilité. Je suis responsable de tout donc ça. Donc je me mens à moi-même, donc je mens aux autres et je ne veux pas détecter les signaux faibles. Ceux qui sont, j'entends les mots sidération par rapport au confinement d'eux, mais moi, c'est moi qui suis sidéré de les savoir sidérer, si vous voulez. Parce que, franchement, c'est d'une évidence. J'ai entendu les propos de Valérie Ohanessian, je connais bien, avec qui on partage beaucoup de débats. On n'est pas toujours d'accord, mais on est très souvent d'accord sur oui, bien sûr, elle est en colère contre les gens irresponsables. L'irresponsabilité, moi, je suis en colère contre les gens qui n'ont pas été responsables, contre les gens qui se plaignent et contre les gens qui sont en colère. Parce que j'habite Londres. Je peux vous dire. Et on vous remercie d'être là aujourd'hui, d'ailleurs, je précise. Hein. Ouais, je prends mon Eurostar tout à l'heure, je vais aller me confiner à Londres. On a eu quelques inquiétudes, on s'est dit, bon bah voilà, tout le monde est confiné. Non, j'ai assumé, j'ai décalé mon départ. Quand même, avant de nous quitter ce livre, il a quelle finalité, j'allais dire presque philosophique? Ce sont des conseils pratiques, des contributions, j'en ai cité une en particulier. C'est quoi? C'est un guide pratique? C'est un pensum qu'on doit relire de temps en temps? Écoutez, je suis assez étonné et mon éditeur aussi, très agréablement, du succès du livre. Je reçois chaque jour, chaque semaine, des retours, des dizaines de messages sur LinkedIn notamment, me disant « J'ai lu votre livre, ça m'a ouvert tout un tas de choses. Ça m'a ouvert les yeux. » Ce que j'ai voulu faire, c'est partager vraiment mon expérience. Beaucoup de gens m'ont dit « Mais t'es dingue, tu dis que tu vas plus avoir de boulot, etc. » Oui, c'est ça. Ouais. Je suis un peu comme le chef qui donne sa recette. Le sorcier dévoile ses recettes. On n'a pas dit que ce sera aussi bien que le chef. Bon. Et l'idée, c'était... Moi, j'aime les entrepreneurs. Je suis un entrepreneur également, et c'était de partager justement ce que j'avais vu, mon expérience, de donner des conseils pratiques. C'est pas un manuel, c'est un livre qui peut se prendre par n'importe quel chapitre, qui est agréable à lire. Et qui permet de relier deux choses. C'est souvent la crise. Alors là, oublions la crise du Covid un instant. Souvent la crise, c'est parce que finalement, on n'a pas écouté des signaux faibles et on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire pour l'entreprise. Valérie a parlé bien évidemment de transformation parce qu'on a bossé sur ce thème-là et on bosse ensemble, et c'est un mantra important parce que le chef d'entreprise, s'il ne se projette pas, la transformation, c'est pas la compétitivité, la transformation, c'est se projeter dans un monde. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus. Évidemment. Ça, je suis d'accord. Et un monde, malheureusement, où le temps est compté. On vous écouterait encore longtemps. Il faut lire ce livre. Partout où je passe les mêmes erreurs et des contributions, vous l'aurez compris, donc vous n'avez pas été lieutenant-colonel ni général. C'est mon père qui était général. En Bosnie, contre les Serbes, mais il y a des
contributions passionnantes. C'est effectivement pas un manuel pratique, c'est un livre qui est très bien écrit. Je ne l'avais pas précisé en introduction. Arnaud Marion, merci. Merci. Édition Erol. Édition Erol. Je précise évidemment les éditeurs, c'est important. Merci à Valérie Onessian d'être restée avec nous. Puis vous êtes retrouvés, c'est l'occasion. Vous avez votre train, vous êtes peut-être resté quelques minutes. Et merci à Stewart Shaw de Via Voice. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe technique. Et évidemment, je ne pourrais rien faire sans eux. Et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, c'est classique. Et puis essayez de ne pas trop vous ennuyer pendant ce confinement. Réfléchissez, travaillez, lisez. À lundi.